Bonjour à tous, après vous avoir expliqué certains trucs sur la fin de Shining, et bien maintenant j'ai décidé de vous parler des messages du film. Pour la plupart, on peut dire que ce sont des messages cachés, puisque tout n'est pas mis en évidence dans le film. Sinon, avant de commencer, je voulais préciser que pour écrire cette vidéo, eh bien, j'ai fait le tour de toutes les théories sur Internet. Ensuite, j'ai regardé à nouveau le film en ayant toutes ces théories en tête. Et après, eh bien, j'ai fait mon avis sur tout ça. Voilà, vous savez tout. Bref, je vais commencer par le message caché qui me paraît le plus évident. Et ce message, c'est que l'hôtel Overlook symbolise l'enfer. Pour commencer, eh bien déjà, on se rend compte rapidement que l'hôtel est un lieu surnaturel. Par exemple, il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puisque oui, quand on voit plusieurs pièces immenses, comme l'entrée, la Gold Room, le Colorado Lounge, et ensuite quand on ajoute à ça les couloirs, je ne sais pas combien de grandes chambres, les cuisines, et j'en passe, eh bien ça paraît impossible que tout ça tienne dans le bâtiment qu'on voit à l'extérieur. Après, autre chose qui est paranormale, c'est que le labyrinthe n'existe pas quand on regarde certaines vues aériennes. Sinon, pour encore rajouter des trucs qui n'ont aucun sens, eh bien déjà le bureau de Monsieur Ullman ne devrait pas avoir de fenêtres. Et ensuite, eh bien les immenses fenêtres du Colorado Lounge, eh bien n'existent pas à l'extérieur. Allez, pour donner encore deux exemples en plus, eh bien déjà quand on voit la taille des chambres, on se demande pourquoi les portes sont aussi proches dans les couloirs. Et pour finir, il faut savoir que l'entrée du labyrinthe n'est pas toujours au même endroit. Bon, sinon je sais qu'il y a encore d'autres exemples de ce type, mais j'ai surtout parlé de ce qui m'avait interpellé. Ah oui, j'ai vérifié, toutes ces choses étranges ont été faites volontairement. Ce ne sont pas des faux raccords. C'est au moins le cas pour les exemples dont je vous ai parlé. Le reste, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a encore d'autres bizarreries. La plus connue, c'est que certains appareils électriques marchent sans câble, comme certaines télés ou lampes qui, normalement, sans fil, ne pourraient pas fonctionner. Après, autre chose inquiétante, c'est quand on regarde le film, eh bien on voit un peu beaucoup de panneaux exit. Donc ça peut apparaître comme une mise en garde, et qu'il vaut mieux fuir cet endroit le plus vite possible. Sinon, en dehors des objets et de la configuration, l'hôtel représente l'enfer par d'autres moyens. Par exemple, l'hôtel est très inaccessible en hiver, surtout avec la tempête de neige que l'on voit. Donc il y a l'idée qu'on reste enfermé là, comme si on était prisonnier dans les ténèbres. Autre chose évidente avec l'enfer, c'est que les fantômes de l'hôtel sont vraiment flippants. On voit qu'ils n'ont plus rien de bon. Déjà, il y a le barman Lloyd qui n'est pas extrêmement émotif. Tout ce qui le caractérise, c'est son léger sourire flippant, le fait qu'il fait boire Jack, et aussi le fait qu'il approuve tout ce que dit Jack, y compris les mauvaises pensées. Mais le pire, c'est le fantôme de Monsieur Grady, puisque c'est en grande partie à cause de ses paroles horribles qu'il convainc Jack de tuer sa femme et son fils. Perhaps they need a good talking to. Perhaps a bit more. En plus, il va même l'aider en le délivrant du garde-manger. Donc, comme si ça ne suffisait pas d'avoir tué sa famille, eh bien, il pousse Jack à tuer la sienne. D'ailleurs, en parlant de ces deux fantômes, on voit qu'ils ont des pouvoirs surnaturels, puisque rien qu'avec leurs paroles, eh bien, ils arrivent à pervertir Jack. En fait, juste le fait de parler
a une sorte de pouvoir magique. Bref, pour parler encore du côté inquiétant des fantômes, eh bien je peux parler des jumelles Grady qui sont flippantes alors que de leur vivant, c'était des personnes gentilles. Come and play with us, Daddy. Forever and ever. Comme quoi, une fois emprisonnées dans cet hôtel, eh bien les âmes deviennent mauvaises, quel que soit leur passé. Bon, sinon, en dehors de ça, on a le droit à quelques fantômes plus ou moins dérangés, mais toujours inquiétants, comme la femme de la chambre 237, par exemple. Là, pas besoin d'en dire plus. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que tous les fantômes de l'hôtel ont une énergie négative. En fait, dans le meilleur des cas, ils sont inquiétants et flippants. Et dans le pire des cas, ils poussent des gens à commettre des actes irréparables. Sinon, pour continuer, l'hôtel Overlook représente l'enfer par encore d'autres moyens. Déjà, quand Jack accepte de reboire de l'alcool, c'est comme s'il faisait un pacte avec le diable. Puisqu'il était sobre pendant 6 mois, et là il se dit « ça y est, je suis prêt à retomber dans mes travers ». Ce qui me conforte dans cette idée, c'est que juste avant que Jack parle avec Lloyd, eh bien il n'était pas encore complètement mauvais et dangereux. Après oui, c'est vrai que dès le début du film, c'était un personnage assez sombre, mais il avait quand même un minimum de conscience, comme en témoigne la peur qu'il a face à son cauchemar. It's okay now. Mais après ça, dès qu'il a commencé à parler avec des fantômes et dès qu'il a commencé à reboire de l'alcool, eh bien là, il signe la perte de sa conscience. Pour preuve, il voudra réaliser sans remords ce qu'il craignait juste avant dans son cauchemar, c'est-à-dire tuer sa femme et son fils. Bref, pour reparler encore de Lloyd, eh bien on voit qu'il ne demande pas d'argent à Jack. Et il insiste en faisant comprendre que l'argent ne sert à rien là où ils sont. No charge? Your money's no good here. C'est donc un indice sur le fait qu'on est dans un endroit qui a des codes différents, comme si on n'était plus dans le monde normal. Dernier point, il faut savoir que Jack représente par moments le diable, carrément. Déjà, on le remarque bien quand il regarde la maquette du labyrinthe et que nous, spectateurs, on voit en plus Danny et Wendy en tout petit dans le labyrinthe. En fait, cette image donne l'impression que Jack est un maître tout-puissant qui surveille son monde et ses victimes. On a aussi un peu de ça quand il regarde sa famille jouer dehors, pendant que lui, il a une tête de possédé. Sinon, pour terminer, dans la photo du 4 juillet 1921, on a encore cette idée de diable. Puisque oui, sur la photo, Jack est devant tout le monde, un peu comme s'il était le maître des lieux. Mais surtout, ses bras sont dans le même sens que le diable, qui est représenté dans les cartes de tarot. Bon oui, j'avoue, sur ce dernier point, sans l'aide d'internet, j'aurais jamais deviné. Tout simplement puisque je n'ai jamais joué au tarot. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans ce premier chapitre. Donc pour continuer, la deuxième grosse idée concernant les messages cachés, c'est que The Shining dénonce le génocide des Amérindiens. Déjà pour commencer, l'hôtel a été construit sur un ancien cimetière indien. Donc il y a déjà un non-respect. Et en plus, il a fallu combattre plusieurs Amérindiens pour que la construction de l'hôtel se fasse. Donc ce début est déjà inquiétant. Après ça, dans l'hôtel Overlook, on retrouve plein de décorations ou d'œuvres amérindiennes.
Ça peut être soit des tableaux, fresques, lustres, tapis, sol, et j'en passe. Pour résumer, on voit qu'il y a une forte inspiration du style amérindien. Mais cette inspiration peut plus être vue comme du vol que de l'admiration, surtout quand on connaît le passé de l'hôtel. D'ailleurs, pour finir avec la décoration, on voit que Jack lance plein de fois une balle de tennis sur une fresque amérindienne. Donc il y a encore cette idée de non-respect. Ensuite, pour parler d'autre chose, on voit que le fantôme de Monsieur Grady a des paroles racistes. Il emploie le fameux N-word pour parler de Monsieur Halloran. Sinon, plus compliqué à deviner, quand Jack parle de son rapport avec l'alcool, il dit que c'est le fardeau de l'homme blanc. White man's burden, en anglais. White man's burden, Lloyd, my man. White man's burden. Et il se trouve que White Man's Burden est le nom d'un poème qui parle de la guerre entre les États-Unis et les Philippines. Évidemment, dans ce poème, on parle des Américains qui veulent coloniser les Philippines et qu'ils se croient supérieurs aux autres peuples. Donc on peut à nouveau faire un parallèle avec le passé troublant de l'hôtel et le racisme. Bon, sinon, d'autres dialogues dans le film sèment le doute, comme Keep American Clean, et j'en passe. Ensuite, pour continuer, on comprend qu'à l'hôtel Overlook, on est maintenant dans ce qu'on appelle les États-Unis, et les Amérindiens n'ont plus aucun pouvoir ici, comme en témoignent les différents drapeaux présents dans l'hôtel, ou bien le costume que porte le directeur, puisqu'il est habillé en bleu, blanc, rouge, qui sont les 3 couleurs présentes dans le drapeau américain. Pour finir, la photo du bal de 1921 a été prise un 4 juillet, qui est la fête nationale des États-Unis, et non des peuples qui étaient là avant. Voilà, je crois avoir fait le tour de cette deuxième idée. Mais il y en a peut-être une troisième qui parle elle aussi de génocide. Et cette idée, c'est que The Shining parlera entre autres des massacres des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de l'Holocauste. C'est une théorie que j'ai beaucoup lue sur Internet. Mais j'avoue que de mon côté, je suis moyennement convaincu par cette hypothèse. Après, j'ai quand même remarqué quelques indices. En premier, il y a la chambre froide dans la cuisine. C'est vrai, quand on voit la manière dont est rangée la viande, ça peut faire penser à des cadavres dans des camps de concentration. Ou même ça peut faire penser aussi aux prisonniers qui vivaient en très grande promiscuité. Sinon, j'ai aussi remarqué qu'il y a un dessin d'aigle sur la machine à écrire et sur un des t-shirts de Jack. Qui sait, ça peut être un lien avec un des emblèmes nazis qui représente un aigle. Sinon, en dehors de ça, par moi-même, je n'ai rien remarqué de plus. Par exemple, je sais qu'il y a soi-disant un lien avec le chiffre 42, mais en regardant le film, ça ne m'a pas interpellé. Et il y a aussi le sang qui sort de l'ascenseur, mais ce sang veut tout et rien dire, puisque ça peut signifier n'importe quel génocide ou n'importe quel massacre. Et la mare de sang peut symboliser tout simplement les gens qui sont morts à l'hôtel, donc plus ou moins les fantômes. Bref, j'en reste là sur les idées de génocide. Et comme vous l'avez compris, j'ai une réserve sur ce troisième message. Puisque oui, je ne sais pas si dans le film, on a vraiment voulu parler de la Shoah, de l'Holocauste, ou si c'est tout simplement de la surinterprétation. Voilà. Bon, maintenant, on arrive à la 4e grande idée. Et là, je suis sûr qu'il n'y a pas de surinterprétation. Et cette idée, c'est que le film parle de violence envers les enfants, y compris d'inceste. Pour commencer,
on apprend au début du film qu'il y a 5 mois, eh bien Danny a été gravement blessé à l'épaule par son père. But on this particular occasion, my husband just used too much strength and he injured Danny's arm. Puisque oui, à ce moment-là, Danny avait fait une bêtise et Jack, alcoolisé, l'avait attrapé et bien pour l'empêcher de faire plus de bêtises. Ça, c'est un événement important pour comprendre le film, puisque c'est vers cette période que Danny a commencé à avoir le Shine et son double, qui sont liés. Mais ça, ce n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg, puisque Jack va avouer à Lloyd qu'il a frappé Danny il y a 3 ans, et non il y a 6 mois. It was 3 goddamn years ago. The little fucker had thrown all my papers all over the floor. All I tried to do was pull him up. Donc, est-ce qu'il s'est trompé dans les dates? Ou bien, est-ce qu'il a eu régulièrement des comportements violents envers son fils, pendant au moins 2 ans et demi? Je penche pour la deuxième option. D'ailleurs, il faut reconnaître que Danny se méfie de son père. Il en est pas très proche, et ce, même au début du film. Par exemple, quand il n'est pas seul, il est le plus souvent avec sa mère. C'est évident qu'il se sent plus à l'aise avec elle. Bref, en plus des violences purement physiques envers les enfants, The Shining parle aussi d'inceste. Puisque oui, le comportement de Danny laisse plusieurs fois penser qu'il a déjà été abusé sexuellement. Déjà quand Monsieur Halloran lui demande quand est-ce qu'il a eu le Shine, et bien là, Danny ne veut pas ou ne peut pas répondre, comme si c'était lié à un traumatisme très difficile à en parler. Et justement, en parlant du Shine et du double, eh bien il faut savoir qu'en vrai, de nombreuses personnes ayant eu des traumatismes par rapport à la sexualité, eh bien ont développé des troubles de la personnalité ou des amnésies traumatiques. Donc, quand on pense à ça, on pense à Danny et à son ami imaginaire qui s'appelle Tony. Et en plus, il faut savoir que Danny oublie certains moments où son double prend sa place. Donc là, ça fait beaucoup pour de simples coïncidences. Sinon, pour expliquer pourquoi l'apparition d'un double, eh bien il est là pour l'alerter, le guider et aussi le rassurer face à certaines situations traumatisantes. Pour donner un exemple, quand Danny voit pour la dernière fois les jumelles Grady, eh bien son double occupe les différentes fonctions dont je vous ai parlé. Tony, I'm scared. Remember what Mr. Halloran said. It's just like pictures in a book, Danny. It isn't real. Sinon, en dehors de ça, il y a encore plein d'indices éparpillés dans le film qui sous-entendent cette idée d'inceste. Déjà, on voit que Jack et Wendy n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de relations sexuelles, ce qui fait que Jack est frustré sexuellement. Et si à ça, on rajoute par exemple l'alcoolisme, eh bien on peut imaginer qu'à certains moments, Jack a vu son fils comme une alternative à sa femme. Sinon, au début du film, avant l'interview, Jack lit un magazine nommé Playgirl. Et ce type de magazine sexualise plus les hommes que les femmes. Et en plus, dans ce numéro, il y a une partie qui parle d'inceste. Ensuite, au cours du film, il y a une scène un peu gênante où Jack prend son fils dans ses bras. Et Danny, lui, a l'air un peu mal à l'aise avec ce côté tactile. Donc, quand on a cette idée d'inceste en tête, eh bien on comprend encore plus pourquoi c'est malaisant. Sinon, pour continuer, après que Danny a été dans la chambre 237, on voit qu'il a été attaqué physiquement. Mais en plus, il est à moitié paralysé, figé, et il n'arrive plus à parler.
et cet état de sidération est une réaction courante pour une victime qui vient d'être abusée sexuellement. Bon, au final, c'est vrai que pour le coup, Jack n'a pas attaqué Danny dans la chambre 237, puisque c'est tout simplement le fantôme de la mystérieuse femme qui l'a fait. Mais mine de rien, Jack se rend complice de cette attaque, puisque plus tard, il mentira à Wendy en lui disant qu'il n'a rien vu dans la chambre 237. Et il dira même que Danny a dû s'attaquer lui-même. C'est quand même vicieux de dire ça. I think he did it to himself. D'ailleurs, pour parler encore de la chambre 237, eh bien on voit que Jack est excité à l'idée de voir une femme nue qui n'est pas la sienne. Et il n'hésite même pas à l'embrasser. Donc on comprend qu'il ne maîtrise pas trop ses pulsions et qu'il ne se remettra jamais en cause par la suite. Sinon, plus anecdotique, on va voir que dans la chaufferie, eh bien, il y a des photos de femmes dénudées. On ne sait pas si c'est Jack qui a mis ça là ou si ça datait d'avant. Mais en tout cas, c'est bizarre que ces photos soient là. Voilà, j'en ai terminé avec ce 4e message. Mais il y en a un 5e qui est pour moi le plus important. Mais contrairement aux autres, ça n'est pas un message caché. Donc prenez ce 5e chapitre comme un bonus. Bref, le fameux dernier message, c'est que quasiment tout ce qui arrive de paranormal dans le film a une explication rationnelle. Par exemple, le fait que Danny a un pouvoir surnaturel, le Shine, peut avoir une cause rationnelle qui sont tout simplement ses traumatismes. En plus, son don se manifeste de manière pas trop exagérée. Comme ça, on ne crie pas tout de suite au paranormal. D'ailleurs, pour preuve, ses parents pensent que tout ça est lié à un ami imaginaire, et rien de plus. I don't want to go there, Mrs. Torrance. Well, how come you don't want to go? I just don't. Deuxième point, qui est au centre du film, c'est que Jack va rapidement sombrer dans la folie jusqu'à vouloir tuer sa famille. Bon, il y a évidemment des explications paranormales à ça, puisque ce sont les conversations avec les fantômes et le côté maléfique de l'hôtel qui font sombrer Jack. Mais mine de rien, ce basculement dans la folie a aussi des explications rationnelles. Puisque oui, déjà dès le début du film, Jack n'est pas très stable. Mais si on ajoute à ça son isolement dans l'hôtel qui a déjà duré presque 6 semaines, ensuite son obsession pour son livre qui le coupe encore plus du reste du monde, et pour finir, si on prend en compte sa rechute dans l'alcool, et bien mine de rien, quand on accumule tout ça, ça n'est pas très surprenant que Jack Torrance devienne fou et dangereux. Sinon, dernier point, à la fin du film, Wendy se met aussi à voir des fantômes, alors qu'elle est censée être plus stable que son mari. Mais de manière terre à terre, on peut expliquer ça par le fait qu'elle est traumatisée. Puisque oui, son mari vient d'essayer de la tuer, et en plus, quand elle voit les fantômes, elle est encore évidemment dans l'hôtel, donc elle n'a aucune sécurité. Bon, sinon, en dehors de ça, il y a encore sûrement d'autres éléments qui jouent sur cette ambiguïté, mais je ne vais pas parler de tout. Bref, le fait qu'il y a souvent une explication rationnelle aux événements surnaturels, eh bien c'est une manière de nous dire qu'on n'a pas toujours besoin de l'intervention du paranormal pour que des choses horribles se passent. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire concernant les messages dans The Shining. Après oui, je sais qu'il y a encore plein d'autres théories plus ou moins farfelues, mais je ne peux pas, et surtout je ne veux pas parler de tout, puisque ce serait trop épuisant. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine
pour une prochaine vidéo qui ne parlera pas de Shining.